Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle soirée du Festival Musique et Cinéma de Marseille. Ce soir, donc, nous accueillons la compositrice Laetitia Pansanel-Garrigue, que l'on peut applaudir. Bonsoir. Laetitia, tu es une fidèle du Festival d'Aubagne puis de Marseille. Tu as aussi fait de l'enseignement, de l'accompagnement de jeunes compositeurs, compositrices. Et là, donc, c'est un premier long métrage pour le réalisateur ukrainien. Tout d'abord, voilà, comment se retrouver comme ça sur cette production? C'est par la production, justement. Oui, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec les films d'ici. On a fait plus de 17 films ensemble, une série à plein dedans avec Gérard Depardieu, puis des cours et puis d'autres docus. Et puis j'ai juste demandé à la productrice, voilà, tiens, ne m'appelle plus si c'est pour me demander de travailler sur du documentaire, je veux switcher sur de la fiction. Et puis j'ai insisté et elle m'a proposé une rencontre avec le réalisateur en me prévenant qu'il ne voulait pas de musique dans son film. Voilà, je tenais tout de suite à dénouer le nœud de la situation narrative. Et donc, j'ai dit, écoute, on y va, on va se rencontrer. Bon, évidemment, on se rencontre, c'est toujours en visio. En visio, c'était en 2021. Attends, ouais, c'est ça. C'était avant le début de la guerre, hein. Peu avant. Bref, et donc une rencontre, il en voulait pas vraiment, donc c'était vraiment une opération séduction pour moi, parce qu'il se sentait peut-être un petit peu ébranlé dans ses choix. Il était sûr de lui. Bon, vous verrez qu'il n'y a pas non plus énormément de place à la musique. Il a gardé quand même certaines positions. J'ai quand même gagné du terrain, mais on va dire que c'était une rencontre qui a été, je trouve, provoquée par ma fidélité avec cette productrice et cette boîte de production. Mais et aussi, je trouve que c'est un joli challenge, en tout cas, de travailler avec lui. Très intéressant. Alors, on va surtout en parler après le film. On va essayer de ne pas trop divulgacher, évidemment, maintenant. Mais peut-être quelques... Oui, c'est la version française de spoiler. Très bon. Très bon. Les Québécois qui sont ici savent. J'aime beaucoup. Et donc, peut-être juste quelques clés comme ça pour prêter attention à cette musique. Donc, tu viens de le dire, ce qui est intéressant d'ailleurs pour les jeunes compositeurs, compositrices ici présents, c'est qu'il ne faut pas hésiter parfois à donner des volontés, des désirs à un producteur qui t'accompagne. Donc là, c'est intéressant. Voilà, tu as dit, je veux sortir du documentaire et hop, tu as été, entre guillemets, mis en relation avec ce réalisateur ukrainien. Autre chose, c'est ne pas hésiter aussi à être force de proposition pour un réalisateur qui au départ ne veut pas de musique. Alors vous le verrez, on va donc rien particulièrement à en dire, mais moi par exemple j'avais un doute quand j'ai découvert le film à Cannes de me dire est-ce que cette musique était de toi? Et en fait il faut que vous sachiez, donc il y a une séquence de carnaval, je vous dis pas quand et comment, mais en tout cas voilà, c'est Laetitia qui a fait la musique et elle est magnifique, vous allez le voir. Alors il y a aussi le contexte de la guerre, peut-être juste avant de lancer le film, tout s'est fait un peu à distance pendant que la guerre était lancée. Comment, voilà, l'enjeu de ce contexte particulier, tu n'osais pas forcément, tu te dis la situation est tellement grave, tu n'osais pas échanger des choses futiles sur des enjeux musicaux, mais en fait ils t'ont complètement décomplexé en disant non, faut que le film existe, faut qu'il se fasse, etc. T'as résumé très bien les choses. En fait, on a commencé la musique en décembre. On a parlé de musique. Et effectivement, la guerre, c'était fin février. Ils avaient l'objectif de présenter le film à Cannes. Le calendrier est important. Et en fait, c'est vraiment très mal tombé au niveau du calendrier. Et il s'agissait de valider le docu. Vous verrez, c'est la musique essentiellement diégétique. Il y a deux cues. Il fallait qu'il les valide pour qu'on puisse envoyer la version à Cannes. Et c'est quand même une histoire qui soude, évidemment, qui soude toute l'équipe, parce que c'est quelqu'un, Dimitro, vous verrez, son œuvre, elle est vraiment... il n'a rien lâché, elle est totale. Et il n'a rien lâché, mais même au niveau de la musique. C'est-à-dire que tant qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, il faisait refaire. Donc c'est très pénible, parce qu'on peut pas... Tout ce qu'on voit en cinéma, ça paraît une évidence, mais en fait,
C'est pas une évidence, c'est 15 versions, c'est du temps pour le compo derrière. Et même pour des musiques qui paraissent extrêmement naïves, il y a beaucoup de choses qui leur passent dans la tête et on doit être à leur service et c'est le job, hein, on le sait. Et faire des propositions, donc pour taper juste, moi j'envoyais 5 tracks pour être sûr de comprendre ce qu'ils voulaient. Et pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, il manquait 2 tracks à valider. Le pays entre en guerre, il va se réfugier dans le métro avec sa compagne. Et moi, j'osais même pas lui demander est-ce que ça te va, le niveau de la grosse caisse. Enfin, je vous donne alors qu'il est en train d'essayer de protéger sa vie. Mais firez-vous qu'il était tellement focalisé sur son œuvre et sur le fait que ce film, c'est son premier long. C'est tout aussi symbolique que pour un compositeur qui passe le cap du premier long. Donc il allait rien lâcher, mais il me répondait en fait. Et je m'excusais de lui demander, mais il s'excusait pas du tout de me dire non, de refaire, etc. Donc en fait, j'ai vécu une aventure qui m'a complètement dépassée, mais qui a dépassé tout le monde. La production en tout premier plan. Voilà, on s'est tous retrouvés dans une histoire qui nous a totalement transcendés. Et voilà, quand on s'est vu pour le mix à Paris, il a eu l'autorisation, parce qu'ils sont réservistes, les Ukrainiens. Donc il a eu l'autorisation de venir pour le mix de son film. Et on s'est serré dans les bras, parce que c'était quand même, on a vécu un truc quand même qui nous a totalement dépassé, transcendé et subjugué à tout niveau, quoi. Voilà. Et sur ce récit, on vous souhaite une bonne projection, puis on parlera après, donc plus précisément du film lui-même. Voilà, à tout à l'heure. Incroyable. Alors je vous préviens, je l'ai eu très longtemps en tête après la projection quand je l'ai découvert. On peut applaudir à Laetitia Patsanel-Garrick pour cette musique. Pour un réalisateur qui au départ ne voulait pas de musique, comme vous l'avez entendu, donc au final il y en a une qui se déploie vraiment énormément. Et donc je propose qu'on attaque direct sur cette musique de carnaval. Comment a-t-elle été conçue, sachant qu'elle est présente à l'image? Est-ce que c'est une tricherie, genre c'était fait après, ou alors au contraire elle est sur le plateau, sur le tournage? Il y a un mélange un peu entre une musique qui est dans le mixage du film et en même temps qui sort aussi, qui est un peu extradégétique quelque part, hein, une musique un peu comme ça, fantasmagorique. Hein. Voilà, comment elle a été travaillée? En fait, il y avait des musiciens qui avaient été embauchés sur le tournage et qui jouaient dans le tréfonds du tournage. On entendait de très très loin des bribes d'éléments, des motifs mélodiques. Mais il y avait une mélodie qui avait été un petit peu façonnée quand même, qui est celle qu'on entend là et que j'ai repris effectivement. Ré, do, ré, mi, fa, fa, mi, fa, fa, mi, fa, mi, ré, ré, do, ré, mi, fa, fa, mi, fa, mi, ré, do, ré, point. Et qui est un peu lancinante, mais que j'ai un peu saisie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la scène finale, qui est cette espèce d'apothéose dramatique, il a fallu un peu déployer cette mélodie et surtout la rendre aussi puissante que l'image. Et étant donné que les comédiens étaient... les musiciens étaient trop loin, il n'y avait pas cette puissance sonore, donc il a fallu réinterpréter et effectivement développer cette mélodie tout en donnant une présence symbolique, instrumentalement parlant, c'est-à-dire, j'explique, que il voulait, chaque instrument que vous entendez a une symbolique dans la tête du réalisateur. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre des toms ou n'importe quelle percussion puissante, des taïkos. Enfin, on a tout un tas d'outils quand on compose. Là, il fallait que ce soit spécifiquement une percussion qui s'appelle la doïra, qui est utilisée dans des processions dans les pays des Balkans et notamment en Roumanie, qui représente la danse de l'ours et qui représente le passage de l'homme à l'âge adulte. Donc en fait, toutes les percussions que j'ai utilisées, j'ai essayé d'en trouver. C'est introuvable en fait, hein, donc j'ai fait tous les sites internet pour les récupérer. J'ai tellement joué dessus que j'en ai cassé plusieurs. Donc ce qu'on entend au niveau des percussions, c'est peut-être 40 pistes de percussions jouées pour créer cette masse extrêmement brutale, extrêmement
rosse, extrêmement agressive, mais qui en même temps, on a l'impression qu'il y a vraiment un groupe de percussionnistes qui jouent ça, qui est en train de marcher, qui est en train de vivre leurs percussions. Et alors qu'on peut en 3-4 pistes faire ça avec nos outils aujourd'hui en tant que compositeur. Et ben là, j'ai joué le jeu de les jouer avec toutes les maillotches possibles que j'avais dans mon studio. J'ai même tapé du pied. Bref. Et en fait, j'ai créé cette sonorité très, très authentique qui correspondait à ce que voulait humblement ce réalisateur. Et il avait raison parce que c'était son film, donc j'avais rien à dire quelque part. Juste, j'ai essayé de comprendre et j'ai appris plein de choses. Et en même temps, les trompettes étaient à 15 km de la prise de son, donc j'ai rejoué des choses, j'ai joué du trombone. Bref, j'ai recréé une matière sonore. Est-ce qu'on peut appeler ça que de la compo? Non, on peut appeler ça du sound design, on peut appeler ça du sampling, on peut appeler ça du développement musical, plein de choses. En fait, notre métier, il est un peu là-dedans aussi, c'est s'adapter. Et humblement, j'ai endossé cette mission. Et à travers ce que tu dis, il y a ce souci d'authenticité, être plus proche de la culture, ne pas trahir cette culture, le côté folklorique, en fait, donc l'idée d'aller chercher les percussions authentiques. Est-ce que tu as écouté beaucoup de musique, justement, pour pouvoir t'en inspirer? Oui, j'ai beaucoup écouté de musique, mais sur cette scène spécifiquement, je vais être très honnête, je n'avais pas une énorme marge de manœuvre. Il fallait vraiment que je puisse... c'est un crescendo dramatique, donc il y a un énorme climax à avoir. Donc j'ai fait je ne sais combien de propositions, j'avais rajouté plein de choses qui me paraissaient, moi, narrativement pertinents. Mais il y avait cette espèce d'aspect cru de l'instrument, presque sans réverb qu'il voulait. Donc oui, j'ai beaucoup écouté de musique, mais là, il était question de musique du très fond de l'Ukraine, dans un village où les gens, quand ils jouent de la trompette, ils jouent mal. Ils sont fatigués, ils ont bu, c'est une fête. Donc en fait, il fallait une espèce d'engouement folklorique. Et humblement, je dis ok, la mission, elle est là. Et puis j'ai compris que mon métier, même en ayant 2 prix de CNSM, j'ai dit ok, let's go, on y va, on travaille. Et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est vrai que ça dépasse l'écriture, en fait, parce qu'il y a quelque chose de populaire, quelque chose même de l'ordre du spontané. On dirait même qu'il y a un saxophoniste qui se met à improviser sur ta partition. Quel a été l'apport des instrumentistes? Ouais, alors effectivement, tu me rappelles les choses. En fait, c'est comme la musique électro, mais acoustique. Cette musique, c'est une trance acoustique. Dans le sens où, pour que ça fonctionne, je me souviens que j'avais très mal au bras. Donc, non seulement moi, physiquement, je me suis engagée et jamais je n'ai bouclé les choses. J'ai joué 7 minutes de percu fois 40. C'était ma mission à moi. Ensuite, pour avoir... Il y a un instrument qui est l'emblème, pour moi, culturel, musical de l'Ukraine, qui s'appelle la trimbita. C'est un peu comme le cor des Alpes. C'est une grande trompe très longue. Et ça leur sert de communication de montagne à montagne, en fait. Il y a des codes que je ne connais pas forcément, hein, mais ils se lancent des appels comme ça. C'est un instrument d'appel, hein, comme au Tibet, et ces grandes trompes aussi qu'il y a dans les grands cols, comme ça. Donc il y a cette trimbita, et les bonhommes qui jouent ça, ils sont quand même très costauds, parce que c'est l'instrument le plus long du monde, ça peut mesurer 7 mètres. Donc je pense que le son qu'on entend, c'est une sorte de son qui ressemble au corps, mais boisé. Donc c'est inimitable. On peut prendre un corps, la base, pour essayer de faire comprendre au réalisateur que je comprenais ce qu'il me disait. J'avais enregistré une cornice de l'ONL, l'Orchestre national de Lyon, en disant tiens, tu vas pincer, tu vas rajouter des petits... Tu vas étouffer ton son pour essayer d'imiter. Mais ce n'était pas du tout le sujet, mais je voulais juste qu'ils comprennent que j'essayais de me rapprocher. Et en fait, non, l'idée, c'était vraiment de se rapprocher des idiomes, que la force de l'attraction du musicien, lorsqu'il joue, qu'est-ce qui sort, puisqu'il est en état de forcer sur son instrument? Il sort quelque chose que, quand on est en plein confort avec un corps d'harmonie, on ne peut pas sortir. Ça ne sera juste pas possible. Ce n'est pas la même chose. En fait, il fallait une authenticité. Si je dois juste répondre à cette... Si je dois synthétiser la partition, c'est l'authenticité de ce que représente la culture ukrainienne. Donc on a enregistré un musicien qui était très virtuose de trimbita, là, juste avant
la guerre, juste avant. Donc il est venu dans le studio et Dimitro et son monteur son, qui était l'ingénieur du son, parce que là-bas, le métier fait les deux, le métier d'ingé son et aussi le monteur. Ils m'ont envoyé donc tout un tas des pistes et des pistes de Rush. Il a joué aussi une petite flûte qui s'appelle la Sopilka. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle du sampling, tout simplement. J'ai isolé des idiomes qui me plaisaient et j'ai coloré, un peu comme quelqu'un qui compose une partition musicale électronique aussi. J'ai utilisé cette matière audio pour la mêler en fait, à mes... Très bien. Donc là, on a parlé beaucoup de cette musique de carnaval. C'est une musique qu'on peut remarquer plus facilement quand on n'est pas forcément un auditeur attentif, puisque c'est une musique visible, une musique qui est physique. Mais évidemment, il y a d'autres moments musicaux qu'on ne repère pas forcément. Mais je sais qu'ici, il y a des bonnes oreilles et vous avez sûrement entendu, par exemple, un Célestat. Donc il y a cette idée de la douceur en contraste de la violence. Comment voilà, a été amené. Alors évidemment, c'est l'idée aussi de parler du film qui est centré sur ce personnage principal et la relation avec son père. Donc voilà, comment la musique se positionne par rapport au personnage et le choix du Célestat. Je vais un peu rompre peut-être certains rêves, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Il y avait, en fait, bon, vous l'avez vu dans le film, c'est de la musique essentiellement diégétique, c'est-à-dire qu'il utilise la musique comme il faut qu'elle vienne d'une source réelle. Donc la musique, elle est censée être une espèce de boîte à musique dans cette église reconstituée, qui est très belle. Je ne sais pas si vous avez apprécié la photographie est sublime dans ce lieu. Et on est dans le repère du diable qui ressemble un peu à l'Éden finalement. Et en fait, il y a cette espèce de mélodie très naïve. Et très sincèrement, en tant que compositrice ou compositeur, je pense qu'on serait dans le même bateau là pour le coup, reconstituer quelque chose de très naïf, c'est pas si facile. Donc j'ai fait je ne sais pas combien de versions pour obtenir la version la plus... Les mots me manquent. La plus... on est entre de la... c'est niais en fait. Et je sais ce qu'on m'a demandé, mais c'est pas simple en fait. Parce que pour que ça lui... C'est incompréhensible. C'est la scène que... voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est incompréhensible. Ça lui a plu, je sais toujours pas pourquoi. Parce qu'il y a eu 15 versions aussi, voilà, dans le même ton pour moi, mais c'était comme ça. Mais ce que je comprends, c'est que ce personnage-là vient et on lui apprend qu'il doit vendre, entre guillemets, son fils doit passer dans le tunnel. C'est terrible. Et cette mélodie, elle est juste là pour dire tout ça, c'est que du mensonge. Et c'est ce que dit la musique. Et il faut être humble. Moi, j'ai essayé d'être tout à fait humble dans mon métier. Avec quelqu'un comme Dimitro, ça sert à rien. J'ai arrêté de... là, j'ai proposé des mélodies, mais il m'a très bien dirigée sur cette cue-là. Il y a d'autres cues qu'on n'entend quasiment pas, mais où j'ai dû faire plusieurs propositions. Mais celle-ci, il savait exactement ce qu'il voulait. Donc, j'ai juste opéré comme un vaillant soldat. En tout cas, on comprend, voilà, à travers ce témoignage, quelle est une compositrice de musique de film au service du film, et que finalement, les choix sont plus le film qui va les décider, quoi. Ça vient du film, finalement. Et donc, c'est pour ça que le réalisateur ne peut que l'accepter, puisque c'est quelque chose qui est généré par son film. Je pense qu'il aurait peut-être moins accepté une proposition que tu aurais juste voulu proposer, en fait, de manière arbitraire, non justifiée, peut-être par le film. Peut-être que c'est là où... se situe la collaboration avec ce réalisateur, en fait, peut-être? À la base, il voulait racheter des droits pour certaines scènes et là où je suis très, très, très contente de cette scène finalement, parce que je suis allée plus loin que ce qu'il avait proposé sur certains passages de son film et on a pu le façonner ensemble. Pour moi, nous, les compositeurs et les compositrices, on est un peu obsédés par la musique quand même. Et en fait, un film, c'est pas ça. C'est une aventure et une collaboration. Et c'est le fait de faire des choix ensemble et d'arriver à se mettre d'accord. Et arriver à se mettre d'accord à distance, sur WhatsApp, sur Zoom, sur des choses en pleine guerre, ça, c'est une grande victoire pour moi. Et là, en tout cas... Ce que moi j'ai proposé sur cette scène de l'église reconstituée,
Ça me semblait beaucoup plus pertinent que ce qu'il avait proposé. Donc c'est moi, en tout cas, ma satisfaction que j'en ai. Maintenant, voilà, on est aussi au service d'un film et d'un projet. Et il a passé des années à penser son film. Je suis obligée aussi de mettre au service de... Je suis un outil, quoi. Même si j'ai proposé des choses, on a tranché ensemble sur cette version-là, quoi. Vous avez sûrement des questions, des remarques, hein, n'hésitez pas. Moi, je vois déjà qu'il y a une main qui se lève là-bas. Merci beaucoup Laetitia pour ce témoignage qui nous montre que c'est pas toujours facile de travailler avec les réalisateurs pour plein de raisons. Là, il y avait plein de facteurs effectivement, mais on souffre parfois quand on fait des propositions et qu'on nous les rembarre et tout ça. Par contre, j'ai une question, j'ai pas l'impression la réponse a été donnée. Pourquoi Dimitro disait d'emblée je ne veux pas de musique? Est-ce qu'il a exprimé est-ce qu'il a développé ça avec vous? Est-ce que c'est trahir un secret que de nous le révéler ici même? Je crois pas. C'est quelqu'un qui m'a parlé très vite du dogme. Et du coup, ça a quand même très vite, cerné la situation. Donc, en fait, pour lui, et quelque part, est-ce que vous avez manqué de musique? C'est quand même fort. Non. Il est très fort. Il est très, très fort. Ma grande victoire, c'est que aujourd'hui, le film vient de sortir en Ukraine, le 23 mars. C'est tout frais. Quand on regarde, je suis dans les réseaux sociaux du film, et quand on regarde toute la campagne de communication autour du film, tout le matériel qui représente le film, qu'est-ce que c'est? C'est le générique de fin. Et notamment, ma petite victoire, la dernière minute, où je lui ai fait découvrir la force de la musique de film, c'est-à-dire l'union entre les instruments traditionnels. Alors, on ne l'entend pas, mais j'ai quasiment tout joué, pour des questions de budget. Et aussi, ce qu'il voulait, c'est-à-dire une espèce de musique pop, que j'ai joué le jeu, mais à la dernière minute, on quitte cet univers-là, et on a l'orchestre qui rentre, et on transcende tout ça. Et qu'est-ce qui est présent dans le trailer international? C'est cette musique, c'est cette minute-là. Qu'est-ce qui est présent dans le trailer ukrainien? C'est cette minute-là, c'est-à-dire l'orchestre, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente pour moi tout le film, la synthèse, la douleur, l'espoir de Nazar qui part ailleurs, la haine de cette société corrompue, la tradition, cette société, tout cohabite, et réinventer cette mélodie de 8 notes sur un film de 2 heures, très sincèrement, c'est un joli challenge que je pense avoir réussi à tenir. Et je lui ai fait découvrir cet univers-là, et ça a été notre... en fait, il en est très fier de ça, mais on l'a construit ensemble. Mais j'aurais pu me satisfaire. À la base, il voulait juste sa trompette pendant 4 minutes à la fin. 4 minutes, quoi. C'est long. Et donc, je lui ai proposé je ne sais combien de versions pour comprendre ce qu'il voulait vraiment. Et effectivement, c'est pas forcément... j'ai joué le jeu, j'ai travaillé beaucoup, quoi, pour... c'est très, très humble comme trajectoire, voilà, comme mission. Et je suis très, très contente, finalement. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté, ça, c'est sûr. Quand on en vient à travailler à distance comme ça, et quand quand il m'a emmené à Cannes avec son film, merci, quoi. J'ai rien à dire, quoi. Est-ce que tu as eu, je ne sais pas très bien comment poser ma question, mais est-ce que tu as eu des doutes par rapport au fait que vous étiez dans des cultures différentes? Et est-ce que tu t'es dit, finalement, je vais pas... peut-être que je ne pourrais pas saisir, peut-être que je ne pourrais pas capter quelque chose qui appartient, je ne sais pas, au paysage, à quelque chose, parce que c'est quand même assez naturaliste d'une certaine façon, même s'il y a beaucoup de... même si la photo est magnifique et tout ça, il y a quand même quelque chose qui... On se prend quand même un gros rocher dans le ventre de réalité, quoi. Est-ce que ça t'a... Voilà, est-ce que tu as douté là-dessus à certains moments? Est-ce que ça a été problématique pour toi dans ton processus de composition? Ça l'a été pour moi, ça l'a été pour lui aussi, parce qu'il n'en voulait pas au début. Il ne comprenait pas ce que je faisais là. Et en fait, petit à petit, il s'est rendu compte que j'allais... j'ai clairement sauvé la scène finale au niveau sonore. Et on l'a faite ensemble, cette scène. On a placé plein de choses ensemble.
Est-ce que... Alors au début, en fait, moi j'ai une pensée, et je pense que je ne suis pas la seule, on pense en notes, on pense en, en mission harmonique, enfin bref, on est dans notre truc. Et là, le fait qu'il y ait cette espèce de distance de communication, on prend du recul, on se dit, bon, là, attends, il se trouve que je connaissais une chanteuse qui s'appelle Onuka, et qui est géniale, c'est une chanteuse pop ukrainienne, qui est un peu l'équivalent de... Attends, qu'est-ce qu'on a en France qui ressemble à ça? Une espèce de... C'est génial ce qu'elle fait, cette nana, elle est... Bref, elle met des instruments, et elle, en fait, c'est de la musique hyper moderne, pop, mais il y a toujours un instrument folklorique en plein milieu, c'est scénique. Et on les voit, les trimbita, ça crée des espèces de... Ça fait des barrissements, en fait. Bref, donc pour moi, la trimbita, c'était des barrissements de corps, quoi. Donc je traduisais ça dans ma tête de compositrice occidentale. Et en fait, c'est lui qui m'a emmené à comprendre ce qu'il voulait. Il m'a parlé d'idioms. Mais bien sûr que je ne les ai pas, les idioms. Et je ne les aurais jamais eus. Doré, doré, famille. Enfin, ça n'a aucun sens de penser en notes, en fait. C'est juste qu'il fallait quelqu'un qui porte l'instrument et qui ait sa culture à lui. Donc, j'ai juste accepté ça. Et il a compris que, du coup, je parlais à la productrice et que j'avais besoin d'adhérer à ça. Et ça n'a pas duré plus de 5 minutes d'adhérer à ça. Mais quand il a compris que j'allais être son allié, on a noué des liens de confiance. Et en fait, du coup, quand il a vu que je m'étais procuré des percus un peu folles de je sais pas d'où et que je les jouais devant lui, on était en visio, enfin c'était marrant comme process, mais du coup on s'est rapprochés humainement et il y avait plus cette distance de l'obligation et il s'est dit attends mais tu peux rajouter ça et là tu peux rajouter ça, enfin ça s'est passé comme ça en fait. Mais au début je me sentais pas légitime, qui je suis moi française pour composer la musique ukrainienne quoi, non quoi. Mais par contre ils respectent et ils sont très fiers du mélange que j'ai créé. Donc voilà. Autre question. N'hésitez pas. Ah oui. Je t'avais posé la question à l'époque, mais ouais. Alors là, il a sorti un documentaire, un court, qui documente la guerre. Oui. Ah ben voilà. Est-ce que tu as des nouvelles aujourd'hui de l'équipe du film, par exemple? Ah ben là, ils sont en pleine shooting, photo. Non, le film sort, donc ils sont à fond là-dedans. Alors, en guerre, ça, oui. Alors après, c'est très délicat pour moi de leur demander comment ils vivent ça. Ouais. De ce qu'on voit, il y a une façade extrêmement, protégée. Pamphir, c'est un événement pour eux et pour toute l'équipe d'ailleurs. Et ils ont sorti une exposition sur le monde de Pamphir, sur les décors, les costumes, les photos, qui va arriver en France normalement. Alors, est-ce que j'ai plus d'infos? Non. Je sais juste qu'il y a quelques mois, quand on discutait, ils n'avaient pas d'électricité. Ce qu'on sait, nous, c'est ce qu'ils vivaient eux. Mais là, je n'ai pas trop d'infos. Je leur ai dit qu'on se parlait ce soir, que j'allais vous parler, que je représentais le film. Ils étaient contents, mais je n'ai pas plus d'infos que ça. Ils restent assez pudiques vis-à-vis de ce qu'ils subissent. Ils le gardent pour eux. En fait, ils sont vraiment très courageux. Et les Ukrainiens vont au cinéma. Et franchement, ils sont impressionnants. Et Sacha, la productrice, elle a été dans un hôpital néonatal pour s'occuper des nouveau-nés parce que le personnel était parti. Enfin, on est dans des existences de gens c'est des héros, tous ces gens. Le peuple tzigane a migré durant des millénaires entre l'Ouest et l'Est. Et ils sont même passés jusqu'en Grèce, jusqu'en Syrie. Enfin, y a des mélanges un peu fous. Alors, est-ce qu'on peut vraiment cibler les musiques ukrainiennes? Oui, il y a des spécificités. Cette trimbita, qui est vraiment typique de ces montagnes-là. La sopilka, cette petite flûte de berger que pour la jouer, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Et est-ce que je me suis inspirée? Alors, quand on écoute de la musique traditionnelle, en fait, je vais peut-être casser des mythes, mais c'est pas très inspirant parce que c'est de la musique fonctionnelle. Elle a pour fonction de ramener les brebis ou de s'appeler entre montagnes. Donc non, ça m'a pas inspirée. Alors, qu'est-ce qui m'a inspirée? Alors, il y a des groupes, et c'est leur truc en Ukraine, ils ont des groupes, je pense à Probasarty.
en fait, c'est l'opposition de la musique moderne. Non, c'est pas l'opposition. C'est la rencontre de la musique moderne et de l'essence de la musique folklorique. Et en fait, quand on écoute comment ils utilisent ça, ils utilisent les instruments folkloriques pour leur aspect timbrique. Moi, j'étais encore dans une autre configuration, c'est de devoir utiliser les instruments folkloriques pour leur aspect mélodique et timbrique sans référence. La référence, c'était la scène, en fait. J'ai juste dû gonfler la puissance, la ardeur, la violence, le côté, le rythme, en fait, la transe physique, la procession. Voilà, c'est ça. J'ai créé une procession et qu'on essaye de... Alors, ce que j'ai essayé de faire dans le générique de fin, c'est que, voilà, il y a la procession, et il voulait en fait une musique que Nazar allait pouvoir écouter dans son autoradio. Des fois, les réalisateurs, ils exagèrent un peu quand même. C'est n'importe quoi. Bon, bref, il faut faire la traduction. Et ça m'a pas du tout inspirée, parce que c'est pas du tout mon univers, la musique. À la manière d'une chanson. Mais non, mais j'ai pas pu. Enfin, je pense pas que ce soit ça que j'ai fait. Alors oui, j'ai utilisé des éléments électro, mais si on écoute, petit à petit, il y a des couches d'orchestre qui rentrent, parce que c'est juste c'est pas ma musique, voilà. Et par contre, une jolie texture bien travaillée, avec des jolis synthés, une belle... c'est quelque chose qui me parle, et donc j'ai fait une espèce de rencontre assez rapidement, ça rentre assez vite quand même. Puis le motif, on s'en détache, parce que je fais ce qu'on appelle du monnayage, je le tourne, je le renverse, je le diminue, je l'augmente, pour essayer de se sortir de cette tourne insupportable, quoi. Et je pense que ça fonctionne. On n'en a pas parlé, mais des fois, ils regardent la télé, et c'est toute une... Ça me fait rire d'en parler. En fait, voilà, les programmes religieux passent à la télé en Ukraine, et juste de découvrir qu'en fait, il y a tout un accompagnement pianistique un peu... c'est de la pop un peu arrangée, mais voilà, c'était aussi mon rôle de reproduire ces choses-là. Donc j'ai découvert aussi la musique ukrainienne par ce biais-là, la culture, c'est ça. Et tout passe par toi. Mais en fait, un film, c'est vraiment une aventure commune, et c'est le projet à la base, bien sûr, qui est rédigé, mais c'est le projet d'une équipe, en fait. Pour moi, c'était vraiment très, très marquant, cette aventure. Ouais. Voilà. Merci à vous, merci Laetitia.